Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors, ce dimanche, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment en fait un sujet qui est important et qui a été un des déclics pour moi, qui a été l'une des principales raisons pour laquelle j'ai quitté la France et pour laquelle je suis devenu libre financièrement. C'est pas que, mais en partie à cause du gouvernement, à cause tout simplement de la dépendance que je pouvais avoir envers le gouvernement, notamment par rapport aux retraites. Et c'est vrai que les retraites, c'est un sujet en fait qui malheureusement est très négligé quand on est étudiant et même quand on vient à peine de commencer à travailler, parce qu'on se dit c'est dans tellement longtemps qu'honnêtement on verra plus tard. Et ça, c'est la première erreur à ne surtout pas commettre, ne surtout pas se dire on verra plus tard, parce que la retraite, il faut vraiment s'y préparer tout de suite. Et plus tôt vous commencez, mieux vous finirez. Donc il ne faut surtout pas procrastiner. S'il y a bien une chose qu'il faut absolument prendre en compte, c'est votre futur pas dans quelques années, votre futur plutôt lointain, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est important de commencer justement à le préparer maintenant parce qu'à mon avis, ceux qui ne le font pas, ils vont le regretter et ils vont fortement le regretter. Donc, la retraite et le gouvernement, en fait, c'est une des raisons pour laquelle moi, d'une part, je suis parti en fait de France, pas que ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles en fait je suis parti de France. J'ai commencé à travailler en fait directement en dehors de France parce que concrètement, je n'acceptais pas les conditions en France. Je n'acceptais pas de payer autant d'impôts, je n'acceptais pas les conditions salariales, il y a énormément de choses que je n'acceptais pas, le système de retraite, voilà, plein de choses. Et donc je me suis dit, en gros j'ai 3 solutions. La première solution, c'est quoi? C'est ce que font la plupart des gens. Ça veut dire râler, se plaindre, mais ne rien faire. La deuxième chose, c'est ceux qui râlent, mais qui agissent, qui vont soit manifester, mais honnêtement, à mon sens, ils ont raison de le faire. Ou alors, si on n'a pas trop de cerveau, c'est manifester, mais en mode je vais aller casser des choses parce que j'ai la rage, il faut que je casse des choses pour qu'on m'entende. Et ensuite, il y a la troisième des solutions qui a été ma solution, qui est de se dire, en fait, moi, j'aime que les choses, elles arrivent très rapidement, elles changent rapidement. Et bon, si j'attends que le gouvernement fasse un truc pour moi un jour, je pense que je vais attendre très longtemps. Je pense que je pourrais même mourir, il ne va rien se passer. Donc je me suis dit, ok, je vais agir. Je vais agir tout de suite. Et donc c'est simple, j'ai pas eu peur. J'ai vraiment pas eu peur. Je me suis dit, très bien, je me casse. Et j'ai commencé à travailler dans un pays complètement différent. J'avais aucun repère. Donc oui, c'était une grosse prise de risque. Je suis sorti de ma zone de confort et pour le coup, je ne le regrette absolument pas parce que je pense que c'était en fait la meilleure des décisions que j'ai pu prendre. Donc ça, c'est un petit peu les 3 choix que vous avez. Bon, en vérité, vous n'êtes pas forcément obligé de quitter la France. Ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Si vous êtes jeune, c'est possible. Si vous avez commencé déjà un petit peu à travailler, à faire votre vie, etc., c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une 4e solution qui est l'entre-deux. C'est-à-dire que vous commencez maintenant à préparer votre retraite pour vous en totale indépendance de ce que décidera de faire le gouvernement dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce que vous voulez. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est de vivre dans une incertitude. Il faut quand même se rendre compte que la plupart des gens vivent dans une incertitude par rapport au futur. La plupart des gens, en fait, ne savent pas quand est-ce qu'ils iront à la retraite, ne savent pas combien ils auront à la retraite, ils ne savent pas quels seront leurs niveaux de vie une fois à la retraite. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable aujourd'hui qu'on ait encore cette incertitude-là et qu'on soit capable de vivre aussi longtemps avec une telle incertitude. Enfin, moi, je trouve ça vraiment problématique. Et en plus, là, je parle uniquement de la problématique des retraites. Mais vous imaginez bien qu'il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Ça peut être votre salaire. Est-ce que vous allez être augmenté? De combien? Est-ce que le gouvernement va augmenter le salaire minimum? Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il ne l'a pas fait. Et donc en fait, on crée tellement de dépendance et on vit en fait dans une incertitude qui est tellement élevée que je me dis, mais il faut agir.
Il faut vraiment agir parce que concrètement, si vous attendez en fait des choses, des élites au-dessus qui pour très souvent vous n'avez même pas voté, et donc à mon avis c'est assez frustrant, je pense que franchement vous vous trompez en fait. Si je fais en fait juste l'état des lieux, depuis que je suis né, des grèves qu'il y a eu contre les réformes des retraites, je vais juste parler des réformes des retraites. Je ne parle pas de toutes les grèves. Je ne suis pas non plus là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je pense que je ne suis pas forcément le mieux placé pour dire ça parce que les grèves, d'une part, ça ne m'impacte pas. D'une deuxième part, vu que je ne suis plus en France et vu que ma retraite n'est plus vraiment un problème aujourd'hui, je ne suis vraiment pas très bien placé en fait pour juger. Donc je ne jugerai pas. Mais en tout cas, depuis que je suis né, donc depuis les années 90, on a eu le plan Juppé en 95. Bon, ok, j'étais assez jeune. On a eu le plan Fillon en 2003. On a eu les grèves également pour les retraites en 2010. Et on a eu les grèves qui, je crois, j'en suis même pas sûr parce que je ne suis vraiment pas au courant de ce qui se passe au jour le jour, les grèves sur la réforme des retraites qui a commencé en décembre 2019. Donc ça veut dire qu'en l'espace déjà en fait d'un peu moins de 30 ans, on a déjà eu 4 gros mouvements de grève sur la réforme des retraites. Donc moi qui ai commencé à travailler il y a à peine 5 ou 6 ans, alors maintenant je ne travaille plus, enfin je ne suis plus salarié, mais en tout cas on va dire que moi j'ai commencé à travailler à peu près il y a 5 à 6 ans, ça veut dire que déjà en l'espace de 5 à 6 ans, j'ai connu déjà une première grève qui est la grève de 2019. Mais au cours de toute ma vie, je vais en connaître combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ? Est-ce que vous imaginez déjà en fait que vous vivez dans une incertitude extrême, surtout quand vous êtes assez jeune ? Et en plus, en fonction des gouvernements qui changent de manière assez régulière, ça peut systématiquement changer. Donc on vit en fait vraiment dans une incertitude qui est extrêmement forte. Maintenant, une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les conditions vont s'améliorer ? Il suffit en fait de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Pas loin, on reste en Europe, en Allemagne, en Italie. On va prendre les 2 plus gros pays européens. Je ne compte plus aujourd'hui le Royaume-Uni. Je pense que justement, ils ont beaucoup de chance, à mon avis, en fait, de sortir de l'Union européenne. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais on va dire que les plus gros pays, c'est la France, l'Allemagne et l'Italie, du moins les plus grosses économies, avec la France et l'Allemagne en tête. En Allemagne et en Italie, l'âge a été repoussé, donc en Allemagne à 67 ans et en Italie à 66 ans. Donc déjà en fait la question qu'il faut se poser, c'est que déjà on est dans l'Union européenne. Je vous rappelle que beaucoup de décisions ne sont plus prises à l'état national, mais sont prises à l'état européen. Et justement, la question des retraites en fait partie. Si tous les pays de l'Union européenne ont tous augmenté leur l'âge de départ à la retraite, c'est pas anodin, d'accord ? C'est parce qu'il y a l'Europe qui dicte les règles. Donc Allemagne, Espagne, Pologne, Grèce, 67 ans. Royaume-Uni, Italie, Portugal, 66 ans. Voilà pour les principaux pays, je ne vais pas forcément tous les citer. La France, 63. Il y a quand même un petit écart avec les autres pays et surtout les autres grosses économies européennes. Donc à mon avis, ça risque de grincer des dents et de taper du poing sur la table parce qu'il n'est pas normal en fait dans une Union européenne où tous les pays sont justement censés un petit peu appliquer les mêmes règles pour essayer un petit peu de s'uniformiser. C'est un petit peu le délire européen, j'ai envie de dire. Je ne pense pas en fait que des pays comme l'Allemagne vont laisser la France laisser leur système de retraite actuel alors qu'eux, ils ont fait l'effort de le changer. Je ne pense pas, d'accord ? Et n'oubliez pas que la France n'est plus vraiment souveraine aujourd'hui et que c'est plus l'Union européenne qui dicte les règles. Et ça, malheureusement, je pense que trop peu de Français aujourd'hui en ont conscience. Donc, concrètement, je pense que vous le savez, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, vous n'aurez pas la retraite qu'ont eu vos parents. Vous ne partirez pas à l'âge de la retraite à laquelle vos parents, et encore moins vos arrière-grands-parents, sont partis. Donc ça, il faut le comprendre. Votre salaire, est-ce que vous pensez qu'il va augmenter plus vite que l'inflation ? Je pense que là, c'est pareil. Vous vous mettez en fait un doigt dans l'œil. Votre salaire, il n'a pas augmenté par rapport à l'inflation. Même ceux qui ont des petites augmentations, là, on va rapidement parler en fait de l'inflation et de l'escroquerie par rapport à ça, pour vous expliquer un petit peu que concrètement aujourd'hui en Occident et principalement en France, vous vous appauvrissez depuis maintenant une dizaine d'années.
ça veut dire que votre pouvoir d'achat, il est en chute libre. Depuis plus d'une dizaine d'années, je dirais quasiment depuis l'euro, mais ce n'est pas forcément que depuis l'euro, mais ça c'est, on va dire, accentué depuis l'euro. Je ne vais pas forcément commencer à expliquer pourquoi, parce que là, pour le coup, il faudrait refaire une vidéo pour parler un petit peu des monnaies, des devises, des taux de change, etc., etc. Mais en tout cas, on va dire que depuis l'euro, sans problème, le niveau de vie des Français, il dégringole. Il dégringole et en fait, il est tellement flagrant, mais tellement masqué par les politiques que ça en devient mais vraiment une vaste blague. Alors, on vous dit que l'inflation est très très faible. Elle est de 0,5, 1%. Allez, 1,5% par an. Ah oui, tiens. Ben écoutez, je vais prendre juste deux choses que les Français, pas que les Français, hein, tout le monde, hein, mais achètent depuis très longtemps maintenant. Et je vais un petit peu comparer justement le prix de ces deux produits. Alors, le premier, c'est l'iPhone. Donc l'iPhone, j'aurais pu prendre notre téléphone, hein, franchement, on s'en fiche. C'est juste que l'iPhone, ça reste un produit plutôt unique, même si bon, maintenant il y a plus de gamme, mais on s'en fiche. Ça reste un produit plutôt unique. Depuis une dizaine d'années, c'est à peu près le même produit qui évolue un petit peu. En 2008, il coûtait 500 euros. En 2018, il coûte 1000 euros. Voilà, 1000 euros. Ça veut dire que là, on a une inflation de 10% par an. Voilà. Après, je peux prendre un autre exemple. Allez, on va prendre un truc vraiment qui est acheté tous les jours, le McFlurry. D'accord ? Le McFlurry, en 2008, il coûtait 2,30 euros. Alors moi, je ne suis pas forcément à jour parce que je ne vais pas au McDo depuis plusieurs années, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai été voir, le prix du McFlurry en moyenne, il est quasiment de 4 euros, un petit peu moins. Allez, 3,70 euros. Ça fait déjà une augmentation de 60% en l'espace de 10 ans. Donc on est loin, on est très très loin des 1% d'inflation par an. Et des exemples comme ça, je pourrais en fait vous en donner à l'appel. Alors ça, on va dire que c'est mesurable, mais il y a d'autres produits qui justement n'ont pas véritablement augmenté. Et donc on est en train de se dire, ouais, mais il y a d'autres produits qui n'ont pas augmenté. Mais la question à se poser en fait, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas augmenté ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a réduit la qualité. Et ça, c'est grâce à la mondialisation, grâce à l'Union européenne qui est ouverte sur absolument tout. On a pu faire venir en fait des produits des quatre coins de la planète, quasiment avec aucune taxe, donc à très faible coût, ce qui a permis en fait, on va dire, de baisser les prix, mais parce que la qualité, elle aussi, est baissée. Donc on pensait acheter au final la même chose. Vous achetez effectivement la même chose au même prix, mais de moins bonne qualité. Et ensuite, il y a eu la réduction de la quantité. Et ça, c'est hyper flagrant. En fait, les industriels, d'accord, ils ont trois solutions pour ne pas trop subir, on va dire, l'inflation. Soit ils augmentent les prix, mais c'est compliqué. Donc ça, on le fait en dernier recours. Parce que si on augmente les prix, on prend le risque qu'on fera moins de ventes. Donc, avant de faire ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? La facilité, en fait, c'est de réduire la taille. Par exemple, sur les bières. Les bières, maintenant, on a des bouteilles de 25 centilitres. Avant, ça n'existait pas. C'était 33. Et pourtant, en fait, ça a été une solution très simple. Les industriels, ils se sont dit très bien. Bon, il faut qu'on augmente le prix de la bière parce que les prix des matières premières, ils ont augmenté. On fait quoi ? Soit on augmente le prix, soit on vend au même prix, mais on baisse la taille. C'est ce qui a été fait majoritairement. Alors après la taille, une fois qu'ils l'ont baissé, ils ne vont pas forcément vous vendre des canettes de 15 centilitres. D'accord ? Arrivé à un moment, en fait, ils ne peuvent plus le faire. Donc soit ils baissent la qualité, ou ensuite, en dernier recours, ils augmentent les prix. Donc en gros, c'est un petit peu ce qui s'est passé depuis plus de 20 ans maintenant. Sur la plupart des produits en fait, de consommation, il s'est passé en fait systématiquement ça. Il y a eu une réduction de la qualité, réduction de la quantité et ensuite une augmentation du prix. Mais moi, ce qui me choque particulièrement, c'est que les salaires n'ont pas augmenté depuis, on va dire, une dizaine d'années. Le salaire minimum, il est toujours à peu près à 1100 euros. Alors, pardonnez-moi si je ne connais pas le chiffre exact, vu que je ne touche pas le salaire minimum et que même je ne touche pas en fait de salaire tout court. Mais je pense qu'il tourne autour des 1100 euros. Alors qu'on peut voir que la plupart des produits, ils ont quasiment doublé en prix. Ils ont quasiment doublé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que votre pouvoir d'achat, il a été divisé par 2 en l'espace de 10 ans. Donc l'inflation de 1% par an, c'est du bullshit. Alors maintenant, si on regarde un petit peu comment est-ce qu'elle est calculée, on sait pourquoi, c'est des conneries, d'accord ? Mais on ne va pas forcément rentrer dedans. L'inflation, c'est juste un calcul, d'accord ? C'est un calcul. Le calcul,
on le prend, on met ce qu'on veut dedans, on le modifie un petit peu à sa sauce pour en faire retourner un chiffre qui ne va pas effrayer en fait les gens. Parce que si on leur disait que l'inflation était par exemple de 5% par an, eh bien ils seraient tous là à dire « Eh attends, mon salaire lui, il n'augmente pas ». Alors que si on dit « Non mais l'inflation ne bouge pas trop et puis en plus on est en crise, etc., on ne gagne pas trop d'argent », bon, mais comme ça ils justifient. Bon, la crise entre nous, c'est du bullshit, d'accord? Ça fait bien longtemps que la crise elle est terminée. Ça fait bien longtemps que l'économie est repartie et que les entreprises ont régénéré en fait des profits toujours plus importants année après année. Donc bien évidemment en fait que ça c'est juste un leurre en fait, tout simplement c'est un leurre. Après, ce qui est aussi incroyable, c'est que malgré que les salaires n'aient pas augmenté, les gens achètent toujours ça quoi. Moi ça me rend dingue en fait parce que je me dis un téléphone qui coûte 1000 euros, 1000 euros, c'est le salaire mensuel minimum quasiment. Mais qui peut se permettre d'acheter ça? Même si on gagne 1500 à 2000 euros par mois, s'acheter un téléphone qui ne sert pas à grand chose à part à téléphoner ou prendre des photos, ce qui correspond à quasiment un mois de salaire pour la plupart des gens, c'est complètement dingue. Alors, si on gagne 4000, 5000, 10 000 euros par mois, qu'on claque 1000 euros en fait sur un téléphone chaque année, pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas? On a les moyens. Mais concrètement, si on ne gagne pas ces salaires-là, dépenser autant dans un téléphone qui ne va pas forcément vous rapporter de l'argent, c'est vraiment une aberration. Et c'est là en fait tout le problème, c'est-à-dire que d'un côté, les prix augmentent, les salaires n'augmentent pas, mais on continue à consommer. Donc en fait, le problème, à mon sens, il vient du consommateur. Il vient aussi du consommateur qui n'a pas vraiment ouvert les yeux par rapport à ça et qui est vraiment un produit aujourd'hui, ou plutôt, on va dire une machine à fric, où en gros, les entreprises peuvent toujours vendre plus cher, ils arrivent toujours à vendre et à vendre toujours plus. Donc ça aussi, on va dire que c'est aussi à cause des gens. Voilà. Parce que si les gens en fait n'achetaient pas ces produits hors de prix, qu'ils étaient uniquement achetés par les gens qui avaient les moyens en fait de les acheter, peut-être qu'ils ne seraient pas vendus aussi cher. Peut-être. Mais en même temps, pour une entreprise, c'est normal, d'accord, de faire des marges toujours plus importantes tant qu'elle arrive à vendre. Voilà. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a créé une société, du paraître, etc. Tu comprends, je suis avec ça dans le métro, forcément, voilà, j'ai la classe. Bon, en réalité, on s'en fout, vous voyez. Mais bon, voilà, la plupart des gens, ils ont besoin de montrer qu'ils ont de l'argent, alors que très souvent, ils n'en ont pas. Et très souvent, les gens qui ont de l'argent, ils ne le montrent pas en plus. C'est souvent les gens les plus simples qui ont le plus d'argent et ceux qui montrent le plus qui n'ont rien. Voilà. Et ça, c'est vérifiable partout. Hein. En France, à Maurice, dans tout un tas en fait, d'autres pays, c'est partout pareil. Hein. Des fois, vous allez en fait, dans des pays hyper pauvres, les gens, ils ont tous des iPhones ou des téléphones dernier cri qui coûtent une fortune. On se demande comment est-ce qu'ils font. Mais bon, en tout cas, ils y arrivent quand même. Alors, il y a les crédits, etc. Maintenant, de toute façon, on fait des crédits pour tout. Donc, voilà. Bon, en tout cas, il faut comprendre une chose, c'est que la retraite, c'est soit vous prenez les rênes, les contrôles tout de suite, soit vous dépendrez systématiquement de quelqu'un. Que ce soit de votre patron, d'un gouvernement pour qui très souvent en fait vous n'avez même pas voté. Macron, je crois qu'il a été élu à peine à une hauteur de 20%, je crois, au premier tour. Donc ça veut dire quand même que plus des 3/4 de la population n'a même pas voté pour la personne qui est aux manettes. Et ils doivent quand même subir les politiques. Donc j'imagine pas la frustration que peuvent avoir ces personnes. Donc vraiment, je peux comprendre cette frustration. Mais en tout cas, il y a une solution qui est de ne pas râler, de ne pas forcément manifester, parce que ça risque pas en fait de changer grand-chose malheureusement. Pour moi, manifester, c'est du court terme, parce qu'on manifeste aujourd'hui pour se retaper encore une nouvelle loi dans 5 ans, et rebelote. Ce qui fera le plus mal au gouvernement, c'est pas ça. Ce qui fera le plus mal au gouvernement, c'est que les cerveaux partent. Parce que si tous les cerveaux partent, il n'y a plus aucune richesse qui est créée en France. Et donc là, on va vraiment rentrer dans une déflation. Et donc si tous les cerveaux se barrent, et Dieu sait qu'ils se barrent, on vous dit qu'ils ne se barrent pas, mais je peux vous assurer qu'ils se barrent, il n'y a qu'à venir en fait dans des pays justement où les Français viennent. À Maurice, il y a des Français qui viennent tous les jours. Vous allez au BOI, c'est le service de l'immigration. Tous les jours, il y a des familles, des Français qui ont de l'argent, qui viennent pour se barrer de France. Tous les jours. Donc, on vous dit que les Français reviennent, on vous dit que non, les gens ne partent pas, mais les gens, ils n'en peuvent plus, d'accord ? Ils en peuvent plus, en fait, tout simplement. Du pessimisme ambiant, des grèves, et c'est pas forcément mauvais, parce que je comprends, en fait, le fait, en fait, de manifester.
il y a tout un tas en fait de métiers extrêmement importants que je respecte énormément, qui n'ont pas forcément le choix. Si on prend l'armée, la police, toutes les personnes qui travaillent en fait dans les services de santé, les pompiers, les enseignants, etc. Mais heureusement qu'on a en fait ces personnes-là. Mais honnêtement, moi quand je vois aujourd'hui les salaires qu'ont ces personnes-là, les conditions de travail, les heures qu'ils font, mais j'ai honte, honnêtement, j'ai vraiment honte. Par contre, tout l'argent gaspillé avec beaucoup d'autres fonctionnaires qui n'ont pas des postes aussi importants que ce que je viens de citer. Alors, je ne vais pas forcément tout citer, mais je pense que vous comprenez. Quand on a en fait des élites qui se gavent, etc., honnêtement, c'est insupportable. C'est insupportable, quoi. Donc voilà, maintenant, vous avez une solution, c'est clairement de reprendre en main votre retraite. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Moi, aujourd'hui, ce que je trouve regrettable, c'est cette haine qu'on a envers le capitalisme, cette haine qu'on a envers la capitalisation. Je sais que c'est un gros mot, et pourtant, j'ai envie de vous dire, ça n'a jamais été aussi accessible et ça n'a jamais été aussi simple pour le citoyen lambda de pouvoir investir pour son avenir, pour soi-même avant tout. Aujourd'hui, on a quand même des pseudo-avantages fiscaux, on a quand même le PEA, vous pouvez trouver tout un tas en fait d'inconvénients, mais ça reste un avantage qui est assez intéressant par rapport à plein d'autres pays où justement on paye beaucoup plus d'impôts sur les plus-values et les dividendes. Le PEA, mine de rien, ça reste que vous avez une imposition de 17,2%. Donc vous payez que les charges, donc les prestations sociales. C'est quand même déjà pas mal. Vous pouvez investir pas partout parce que toujours l'Europe est là pour vous dire non, on met des réglementations partout. Mais vous pouvez quand même investir dans la plupart des produits européens qui n'investissent pas qu'en Europe, heureusement, qui investissent aussi dans le monde entier. Et ça n'a jamais été aussi simple de reprendre le contrôle, de ne pas donner en fait votre argent et vos performances à votre banquier, à votre assureur, à votre conseiller financier, de juste garder l'argent pour vous et pas pour les autres. Arrivé à un moment, il faut aussi penser un petit peu à soi. Parce que quand vous n'aurez rien dans 20, 30 ou 40 ans et que vous aurez tout donné, peut-être que vous vous direz, peut-être que j'aurais dû en garder un petit peu en fait. Et oui, au final, oui. Donc investir, ça n'a jamais été aussi simple aujourd'hui. Pour tout simplement reprendre le contrôle de ses finances, arrêter cette incertitude avec les retraites. Parce que concrètement aujourd'hui, vous ne savez pas combien vous aurez, mais on sait que vous n'aurez pas du tout suffisamment d'argent pour garder votre niveau de vie. Votre niveau de vie, une fois à la retraite, il va baisser. Votre retraite, on ne sait pas quand est-ce que vous l'aurez. Vous l'aurez peut-être quand vous aurez 65 ans, 70, 75 ans. On n'en sait rien, honnêtement. Donc, c'est important en fait de vraiment reprendre le contrôle parce qu'aujourd'hui, c'est plus accessible que jamais. Vraiment, vous pouvez vraiment reprendre le contrôle. Il faut investir. Il ne faut pas avoir peur d'investir. Investir en bourse, dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier, honnêtement, ça n'a jamais été autant accessible aujourd'hui. Et il faut arrêter en fait d'avoir peur. Il faut arrêter de prendre des risques. Parce que concrètement aujourd'hui, dites-moi qu'est-ce qui est le plus risqué? Est-ce que c'est dépendre d'un gouvernement ou c'est investir? Je pense que franchement pour moi, le plus gros risque, c'est justement de ne pas prendre de risques et de constamment dépendre d'un gouvernement. Parce que le gouvernement, rappelez-vous que malheureusement j'ai envie de dire, c'est d'abord ses intérêts, les intérêts des personnes qui les ont fait élire et ensuite on fait ce qu'on peut pour calmer un petit peu les citoyens. Et c'est pour ça que je me dis que vraiment, les Anglais, ils ont beaucoup de chance parce qu'enfin, ils ont un gouvernement qui défend les intérêts des Anglais. Et ça, pour le coup, c'est assez notable. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a en France et ce n'est pas ce qu'on a en fait dans pas mal de pays européens. Malheureusement, et je ne pense pas, honnêtement, que ça risque de changer. Quand on voit en fait tout simplement que depuis 40 ans, on fait systématiquement les mêmes erreurs et il y a systématiquement les mêmes mecs au pouvoir, on se dit que malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte que ça ne changera pas si on continue à voter systématiquement pour les mêmes personnes. Voilà, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, reprenez le contrôle, c'est très simple. Donc moi, justement, j'ai investi à peu près partout aujourd'hui. Alors, j'ai commencé avec un investissement, puis un deuxième, puis un troisième. À chaque fois, c'est beaucoup de recherche, d'accord, beaucoup de tests. On perd un peu d'argent, on en gagne, on perd et puis on en gagne beaucoup. Mais c'est important en fait de vraiment investir, commencer à vous diversifier. On peut investir sur tout aujourd'hui, dans l'immobilier,
dans la bourse. Il ne faut pas avoir peur de la bourse. Vraiment, il faut arrêter d'avoir peur de la bourse. Il faut arrêter en fait surtout d'écouter les médias financiers qui justement ne prêchent que la peur, j'ai envie de dire, qui vous disent tout le temps c'est trop haut, c'est trop cher. Et pourtant, depuis 10 ans, 20 ans, ça fait que monter, 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 malgré les crises. Justement, les crises sont des opportunités, sont des moments dans lesquels il faut justement profiter pour investir et non pas avoir peur, paniquer et vendre. Et si déjà vous appliquez ces simples stratégies-là, vous allez très bien vous en tirer à la retraite. Et peut-être même que votre niveau de vie va augmenter une fois à la retraite et vous pourrez enfin profiter de votre temps libre pour enfin profiter de la vie et non pas juste survivre, malheureusement, comme le font beaucoup de personnes. Malheureusement, en fait, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est de voir les conseillers financiers, les personnes qui sont dans les banques, qui vont conseiller en fait les gens. Je vous rappelle que les banques n'ont aucun intérêt à ce que vous gagnez de l'argent. Les banques, ils ont un intérêt, c'est qu'ils gagnent de l'argent sur les commissions, sur les frais. C'est tout, d'accord? Ils en ont rien à faire en fait que vous gagnez de l'argent. Un banquier, je vous le dis en fait, qu'est-ce qu'il va vous conseiller? Il va vous dire, tu as 100 000 euros, tu l'investis tout de suite en bourse, d'accord? C'est même pas, tu vas lisser ton investissement, investir petit à petit, garder un capital de côté pour investir quand le marché va baisser. Certainement pas, parce que lui, il n'a aucun intérêt à ce que vous fassiez ça. Il va vous dire, investis tout de suite. Comme ça, lui, il prend sa commission, il prend ses frais d'entrée tout de suite et il va tout de suite toucher un maximum d'argent tous les ans sur les commissions. C'est ça en fait qui cherche à faire. Le banquier va pas vous proposer en fait des produits intéressants. Vous voyez, le jour où votre banquier vous dit, c'est simple, tu crées un compte par exemple chez Bourse Direct, tu investis dans un ETF qui va suivre l'indice monde, mais jamais il va vous dire ça. Mais absolument jamais votre banquier va vous dire ça. Et pourtant, je vous le dis, si vous faites ça, vous allez capter la richesse créée dans le monde chaque année sans donner d'argent ni à votre banquier, ni à un conseiller financier, ni à un assureur. C'est quand même simple. Et en plus, on peut le faire via le PEA. Alors, il y a une petite magouille, d'accord? Ça, c'est encore les subtilités financières, j'ai envie de vous dire. Et il y a des risques qui sont honnêtement très minimes. Alors, certains vous disent que c'est très risqué d'acheter des ETF. En fait, ces personnes-là, je vous le dis, ils ont des intérêts économiques à ce que vous placiez vos fonds chez eux parce qu'eux, ils facturent des frais beaucoup plus élevés. Donc, bien évidemment, ils ne vont pas vous dire « Ah, les ETF, bien sûr que c'est génial. » Absolument pas. Ils ne vont jamais vous dire ça. Votre banquier ne va jamais vous dire ça. Parce qu'un ETF, ça coûte combien? Ça coûte en moyenne, les très bons ETF, 0,0407% par an. Ouais, 0,07. Je ne me suis pas trompé, d'accord? C'est pas 0,7, c'est 0,07% par an. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. Donc je pense que maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que votre banquier va jamais vous le proposer. Et ça, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux parce qu'en fait, aujourd'hui, même quand des personnes veulent reprendre le contrôle, on les conseille avec des produits, et excusez-moi du terme, de merde, qui vont juste enrichir, au final, pas vous, mais votre banquier ou votre assureur, si vous passez par une assurance vie, par exemple. Donc ça, c'est vraiment regrettable. Donc si vous voulez reprendre vraiment le contrôle de vos investissements, que vous voulez vraiment commencer à investir, pas pour votre banquier, pas pour votre assureur, mais pour vous, eh bien écoutez, inscrivez-vous à ma lettre d'investissement parce que ça, c'est vraiment un truc sur lequel je vais appuyer pendant les prochaines semaines. Mais également, abonnez-vous parce que je vais faire pas mal de vidéos justement sur ce sujet-là. Je vais commencer vraiment en fait à parler un petit peu d'autres types d'investissements que les crypto-monnaies. Je vais bien évidemment continuer à parler des crypto-monnaies, mais j'ai vraiment envie de parler également d'autres sujets parce que c'est trop important et j'en ai vraiment mais plus qu'assez de voir tout un tas en fait de personnes qui vont systématiquement voir leur banquier, voir leur assureur, leur demander ce qu'il faut faire et qui leur donnent des produits pourris qui vont rien leur apporter et qui vont juste enrichir comme pas possible d'autres personnes et pas vous. Et ça m'énerve plus que tout. Donc il serait peut-être temps que je fasse justement ce que je peux pour au maximum vous aider. Mais dites-vous que juste ce que je vous ai dit, vous n'imaginez pas la valeur que ça a. D'accord? Créez un compte chez Bourse Direct, qui est le moins cher en France. Il y a moins cher, d'accord? Il y a encore moins cher, mais pour les Français, on va dire que c'est le plus simple. Vous vous mettez sur un ETF Monde, le MSCI par exemple ACWI ou le MSCI World, vous investissez dedans chaque mois,
vous réinvestissez dès que le marché chute et vous êtes peinard. Et dans 40 ans, je peux vous assurer que vous aurez quelque chose à la fin. Et vous n'aurez pas tout donné à un banquier ou à un assureur, vous aurez tout gardé pour vous. Toute la richesse du monde qui est créée chaque année. Donc vous voyez qu'au final, c'est quand même pas si compliqué que ça. Et là, je vous parle d'un rendement qui tourne aux alentours des 6-7% par an net d'inflation. Et ça via le PEA, avec une imposition plutôt douce, alors douce entre guillemets, on reste en France, mais quand même de 17,2%. Donc voilà, bon, là la vidéo est déjà un petit peu longue, donc je ne vais pas forcément vous donner plus d'informations dans cette vidéo, mais c'est vraiment important de reprendre le contrôle, d'arrêter de dépendre d'un gouvernement, de reprendre le contrôle et en fait de faire tout ce qui est possible aujourd'hui avec tous les outils qu'on a pour arriver à ce que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous puissiez vivre décemment et non pas survivre avec la retraite que les politiques auront bien voulu vous donner. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir mes prochaines lettres d'investissement. C'est gratuit. Le lien est juste dans la description. Donc, la dernière est partie mercredi dernier. Donc, ça veut dire que la prochaine sera envoyée non pas ce lundi, mais lundi prochain. C'est important de s'inscrire tout de suite parce que les lettres sont envoyées qu'une seule fois à une date précise. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai parlé en fait d'un sujet un petit peu nouveau par rapport à ma chaîne, mais c'est un sujet honnêtement qui est très intéressant, que je connais quand même très très bien, qui a été vraiment très important pour moi, qui est très important pour moi, et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de démocratiser une fois de plus tous ces investissements-là, parce que j'en ai marre. Voilà, j'en ai clairement ras-le-bol, d'accord, de toutes ces entreprises qui s'enrichissent honnêtement, alors qu'il y a tout un tas de produits extrêmement accessibles qui ne vont enrichir personne d'autre que vous. Donc pensez un petit peu à vous pour une fois et non pas à votre banquier qui n'en a pas besoin ou à votre assureur qui n'en a pas besoin. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas de mettre le like, c'est important pour le soutien. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour la prochaine vidéo. Merci et bon dimanche.